À 5h47 du matin, sur l'axe de Provosk dans l'est de l'Ukraine, une compagnie d'infanterie russe s'avance vers la ligne de tranchée ukrainienne. Trot homme à pied, 2 véhicules blindés de transport de troupes. Une attaque classique contre ce que leur commandant leur a décrit comme une position de peloton légèrement défendue. Ce qu'il ignore, c'est que les défenseurs dans ces embrasures l'observent en optique thermique depuis qu'il a franchi sa ligne de départ, et qu'aucun d'eux n'a de pouls. Les 2 blindés s'arrêtent à 600 mètres. 30 fantassins jaillissent des véhicules chenillés derrière eux. Kalachnikov en position basse, ils bondissent vers la lisière en progressant par échelons. Le brouillard les couvre jusqu'à environ 250 mètres, mais cela ne change rien, parce que l'optique thermique dans l'embrasure voit à travers le brouillard. Et la chose qui regarde à travers n'a jamais eu peur. La section de tête russe couvre 250 mètres avant que le premier traçant ne parte. Waterkush en calibre 12,7 mm en une demi-seconde, comme un marteau-piqueur passant en diagonale le long de la ligne d'assaut à hauteur de hanche. Des geysers de terre jaillissent sur toute largeur du front russe. La section est à plat ventre en 3 secondes. Pas de fumée au canon, pas de silhouette, juste des traçants qui sortent d'une embrasure dans la lisière. Rien ne bouge autour. La deuxième section tente de bondir en avant et reçoit la rafale suivante en plein milieu de sa course. Même embrasure, même cadence. Elle plonge au sol et vide ses chargeurs sur un éclair de bouche que personne ne voit vraiment. Troisième rafale. Le sergent de peloton se lève sur un genou pour faire signe à la section de queue avancée et regarde des traçants claquer à quelques centimètres de son épaule avant que son bras ait fini le signal. Ce qui est dans cette embrasure a pivoté sur lui à l'instant où il a bougé. Il touche le sol si vite que son fusil rebondit sur son gilet par éclat. 25 secondes après le premier coup, le commandant de compagnie russe fixe son écran tactique et tente de formuler quelque chose que personne dans son armée n'a jamais dit à voix haute. Ce qui nous tire dessus lit les mouvements plus vite qu'un être humain ne le peut. C'est l'équivalent tactique du moment où, sans avoir rien dit, quelqu'un remarque exactement ce que vous pensez avant même que vous l'ayez exprimé. À un peu moins d'1 kilomètre derrière cette embrasure, dans un bunker renforcé creusé à 9 mètres dans l'argile du Donbass, un opérateur ukrainien appelé Kovalenko boit un café froid, fait tourner ses épaules et pose sa réticule sur le prochain russe qui bouge. Hornet 1 se bat depuis 25 secondes. Il n'a pas encore cherché à se mettre à couvert. C'est parce que le tireur n'est pas comme les autres tireurs de l'armée ukrainienne. Il n'est pas humain. L'embrasure d'où partent ces traçants abrite un droïde modèle T-1227, châssis chenillé de la taille d'une tondeuse à gazon autoportée, 1,1 tonnes, tourelle stabilisée montant une mitrailleuse lourde Browning EM2 calibre 12,7 mm, conçue en 1933 par les Américains, toujours la plus redoutable de son calibre sur n'importe quel champ de bataille, désormais boulonnée sur un robot ukrainien qu'ils construisent plus vite que la Russie ne peut les détruire. L'ordinateur balistique calcule le déplacement, la dérive, la chute et la distance plus rapidement qu'un tireur humain ne peut cligner des yeux. Imaginez la correction automatique de votre téléphone, sauf qu'au lieu de corriger vos fautes d'orthographe, elle ajuste la trajectoire des balles 400 fois par seconde. L'optique thermique perce le brouillard et l'intelligence artificielle signale les cibles à l'instant où un pixel se déplace. C'est un blocos qui ne tressaille pas, n'a pas besoin de pause et, ce qui importe le plus pour les 30 hommes face contre terre dans la boue, n'a pas de tête à viser. Kovalenko est l'un des 6 opérateurs aux manettes dans ce bunker. Hornet 1 est l'un des 4 robots engagés. Hornet 2, Hornet 3 et Hornet 4 sont déjà en position dans des embrasures sur un front de 400 mètres. 12 soldats de l'élément de sécurité tiennent le périmètre et préparent le dispositif de réapprovisionnement. Personne n'est en avant des obstacles. L'infanterie ukrainienne la plus proche est à encore 1 km en arrière. Entre la manette de Kovalenko et le russe qui vient de trahir sa peur, se trouve un secteur de 10 km sur le front de Provosk que l'Ukraine a discrètement transformé en le premier secteur entièrement robotisé de la guerre moderne. Les Russes ne le savent pas encore. À 200 mètres nord, Hornet 2 ouvre le feu sur le flanc droit russe. Même robot, même cadence. Le peloton russe reçoit des tirs de 2 angles simultanément, sans moyen de réduire la distance, sans traverser un terrain découvert sous 2 mitrailleuses lourdes. La manœuvre feu et mouvement ne fonctionne que si l'adversaire doit se baisser quand on lui tire dessus. Le commandant de compagnie russe voit son peloton cloué au sol sur son écran et ordonne au tireur du premier blindé d'utiliser son canon automatique sur l'embrasure de Hornet 1. À 600 mètres, un canon de 30 mm dépasse la portée d'un calibre 12,7 de plus d'1 km. Le blindé acquiert la signature thermique de Hornet 1. Le canon 2A42 commence à balayer la lisière à 10 coups par seconde. La tourelle de Hornet 1 pivote à couvert. Kovalenko dispose de 4 secondes avant que le tireur trouve la bonne distance. Il n'a pas besoin de 4 secondes. Il a besoin de Spike 1. Un petit robot à roues sort d'une haie à 300 mètres à l'est. Moteur électrique silencieux, 4 pneus en caoutchouc, une charge volumineuse arrimée au châssis.
Spike 1 traverse 280 mètres de terrain défoncé en 56 secondes. Le tireur du blindé, occupé à balayer la haie de Hornet 1, ne voit jamais le chariot rouler dans son angle mort arrière. Détonation. La partie arrière du blindé est projetée dans le champ voisin. Le véhicule glisse sur 8 mètres, puis s'immobilise. Les trappes s'ouvrent. L'équipage tombe dans le sillon et rampe vers la lisière. Qu'est-ce qui venait de les percuter? Le Ratels, 60 kg, 24 km/h, 16 000 $ pièce. Le livreur de pizza de l'apocalypse, sauf que la pizza était 14 kg de trinitrotoluène et qu'elle venait de sonner à la porte avec la partie arrière d'un blindé russe. 16 000 $ en roue et en explosif contre un blindé de combat sorti de chaîne à plus d'1,5 million. Le commandant russe ordonne au second blindé d'avancer, prendre une nouvelle position de tir, fin ce que le premier a commencé. Le second blindé roule à travers la traîne de fumée de son camarade en feu à 25 km/h. Un drone à fibre optique décolle d'un rail de lancement dans la lisière à 400 mètres en arrière et traverse la fumée à 120 km/h. La charge creuse se concentre en une lance de cuivre en fusion se déplaçant à 9 km par seconde, Mach 25 au niveau de la mer, et perce proprement la couronne de tourelle du blindé. Ce qui vient de le toucher s'appelle une guêpe. Chaque drone à fibre optique de ce secteur vole sous cet indicatif. Guêpe 1, Guêpe 2, autant que l'équipe de lancement en a chargé sur les rails. 1 200 $ pièce. Un câble de verre plus fin qu'un cheveu se déroule derrière lui comme la ficelle d'un cerf-volant, portant les images vidéo et les entrées de commande sous forme d'impulsions lumineuses à 200 000 km par seconde. Pas de radio, rien que le brouilleur Chipovnik flèche sur la ligne russe piste perturbée. Tenter de brouiller un drone à fibre optique avec du brouillage radio, c'est comme essayer d'éteindre lampe de poche de quelqu'un en criant dessus. Le signal n'est pas dans l'air, il est dans le verre. 2 blindés hors jeu en 4 minutes. Coût pour la Russie, environ 3 millions de $ partant en fumée noire. Coût pour l'Ukraine, un robot encore opérationnel et un drone qui ne l'est plus. Environ 17 000 $. Sur un chemin agricole à 2,5 km à l'ouest, 14 motos russes filent entre 2 rangées de haies, 2 hommes par moto, à 60 km/h. La manœuvre de flanc que le commandant russe gardait en réserve, frapper la position ukrainienne sous un angle que les robots ne peuvent pas couvrir. Le couloir se rétrécit entre les haies sur 120 mètres. Le drone de reconnaissance russe Orlan 10 a eu des images de ce chemin pendant 3 semaines. Ce que les images ne montrent pas, c'est une zone de terre remuée exactement là où le couloir se resserre, parce que cette zone n'était pas remuée la veille. Quelque chose s'est mis en position à 3h30 ce matin. La charge utile de Spike 2. Une mine directionnelle Mont 90 explose 30 mètres devant les motos de tête, projetant 2000 fragments d'acier sur la piste en terre dans un arc de 60 degrés. Les motos de tête tombent brutalement, pneus hurlants, pilotes projetés dans l'herbe. Le second rang fait demi-tour et repart au galop. Les autres abandonnent leur moto dans la haie et commencent à ramper en avant sur le ventre. Parce que quelque part derrière cette lisière se trouve une tranchée ukrainienne que leur commandant s'attend toujours à les voir prendre de flanc. 20 mètres dans ce mouvement rampant, un Hornet dans l'embrasure du flanc et capte des signatures thermiques qui se déplacent dans l'interstice de la haie et balayent la végétation à quelques centimètres au-dessus de leur casque. Le mouvement s'arrête. Plaqué au sol, personne ne bouge. Ce flanc est terminé. Le commandant russe a perdu ses 2 blindés, son infanterie à pied cloué sur 450 mètres de terrain découvert et son élément de flanc bloqué dans une haie. Ce qu'il lui reste, c'est son équipe Cornet, une section de drones à fibre optique à l'arrière du bataillon et un seul engin rôdeur Lancet que son commandant de bataillon lui a remis sous contrôle 8 minutes plus tôt. Il prend la décision que la doctrine russe ne lui a jamais appris, mais que la situation exige. L'équipe Cornet s'installe dans un sillon à 600 mètres, lanceur de 2 mètres sur trépied, missile de 27 kg, ogive tandem conçu pour perforer le blindage réactif d'un char de bataille. Un Cornet touche un droïde, il n'y a plus de droïde. Point final. En altitude à 400 mètres, Ibuan, un drone dédié à Mavic 3T à 5 000 $, le même que l'armée ukrainienne achète dans le même catalogue que les photographes de mariage, capte l'éclair du lancement en thermique. L'opérateur de Hornet 1 enclenche les fumigènes et recule derrière une haie en un seul mouvement. Le missile s'engouffre dans la haie vide à une vitesse légèrement inférieure à celle du son et détonne dans un geyser de terre et de racines. Le Cornet suit un faisceau laser pointé sur la cible. Gardez le point sur la coque. Le missile suit la réflexion jusqu'à destination. Hornet 1 vient de s'écarter du point. Le missile a suivi le dernier reflet dans des arbres vides. 2,5 secondes du début à la fin. Mais le commandant russe regarde son flux vidéo et il voit la marche arrière. Il voit Hornet 1 pivoter sur ses chenilles. Et il voit, pendant un quart de seconde pendant que le robot tourne, la face plate et vitrée de son boîtier d'optique thermique. Du verre. Il appelle son équipe de drones. 2 drones russes à fibre optique décollent depuis l'arrière du bataillon. Pas viser le châssis, pas viser la tourelle, viser les capteurs.
Le premier se faufile dans un espace entre les arbres et frappe Hornet 1 à la base de la tourelle. Charge creuse détonnant contre le boîtier optique. Germanium calciné. La thermique principale de Hornet 1 s'éteint. Kovalenko bascule sur l'optique de secours. Champ étroit, lumière du jour seulement, aveugle au-delà de 400 mètres. Le second drone russe à fibre optique vise Hornet 3. Même tir, même résultat. 2 robots qui combattent à moitié aveugles. Puis le Lancet, un panache de fumée fin comme un crayon, monte depuis l'arrière du bataillon russe. 55 secondes de temps de vol. Le Lancet est un engin rôdeur, un drone caméra jetable avec une charge creuse de 3 kg qui croise à 110 km à l'heure en cherchant une signature thermique sur laquelle son opérateur peut verrouiller d'un clic. L'opérateur a déjà cliqué. La signature, c'est Hornet 1. Ibu 1 capte l'ascension 6 secondes après le départ. Geb 2 s'accroche sur une trajectoire d'interception et s'enfouit dans le nez du Lancet à 300 mètres d'altitude. Les 2 drones disparaissent dans un éclair jaune sale. Le commandant russe regarde son écran tactique. Les 2 blindés ferraillent. Le flanc moto, bloqué. L'équipe Cornet, touchée par un drone sur le lanceur, partie à pied sans son tube. Inventaire de run à fibre optique, 0. Inventaire de Lancet, 0. 30 fantassins face contre terre dans la boue, à 450 mètres d'une lisière qui leur envoie encore du calibre 12,7 depuis 2 positions. Il avait compris la clé, viser les capteurs. Cela aurait fonctionné s'il avait eu 30 minutes de plus et 2 fois plus de drones. Il ne les a pas. Il donne le seul ordre qui reste, se retirer. Ce serait la fin de l'engagement, sauf qu'à un peu moins d'1 kilomètre en arrière, dans un bunker renforcé, 6 opérateurs se regardent par-dessus des moniteurs qui affichent encore des barres de statue vertes sur chaque robot en combat. Et aucun d'eux ne veut s'arrêter. Kovalenko passe sur le canal de commandement. Toutes les plateformes, en avant! Les drones terrestres avancent par les couloirs prédégagés dans le champ de mines ucrainien en formation par bond, roulant vers le nord-est sur 600 mètres de no man's land criblé d'impact, à travers des fossés de drainage et un chemin agricole effondré en direction de la tranchée vers russe. À 400 mètres dans l'avance, la première salve d'artillerie russe arrive, pas sur le bunker, sur les robots qui avancent. 4 buis de 152 mm depuis la batterie de 2 Strua Akatsiya, un obusier automoteur d'époque soviétique, tirant depuis 22 km à l'est. Le commandant de bataillon russe qui regardait sa compagnie de fusiliers se replier sur son propre écran avait compris ce que les Ukrainiens faisaient environ 90 secondes avant qu'il ne commence à le faire. Il fait progresser les tirs sur la formation ukrainienne depuis que l'ordre de poursuite a été donné. La première salve encadre Hornet 3, des fragments contre le blindage. Le boîtier de capteur lâche. Hornet 3 n'a plus qu'une caméra fonctionnelle. La deuxième salve tombe à 30 mètres de Hornet 2. Il perd un segment de chenille, vitesse réduite à 4 km à l'heure. Il continue de tirer. Les robots sont maintenant à découvert. Pas d'embrasure, pas de protection contre le dessus. Signature thermique visible pour tout ce qui est dans le ciel. Le calcul qui rendait la défense sûre vient de s'inverser. La formation atteint la tranchée avancée russe à 6h18, 31 minutes après le début du combat. Voilà le problème avec la prise d'une tranchée. Une tranchée est un terrain anti-robot. Elle est étroite et profonde, et la tourelle d'un droïde ne peut pas s'abaiser jusqu'au fond. Une équipe PKM, la mitrailleuse à bande russe, leur équivalent principal, allongée dans la tranchée à 8 mètres en dessous du bord, est une équipe qui peut aveugler Hornet 2 d'une seule rafale bien placée à travers un boîtier de capteur. Et quelque part dans les 400 prochains mètres de tranchée se trouvent au moins 4 positions russes que l'assaut initial a laissées derrière lui en se retirant. Parce que la doctrine russe, même quand elle se brise, n'abandonne pas les appuis-feu enterrés. On ne dégage pas une tranchée avec un Hornet. On la dégage avec un perceur. Spike 3 sort de la formation et descend dans une tranchée de communication à 6 km à l'heure. Moteur électrique silencieux. 21 kg de trinitrotoluène sur le porte-charge. Une équipe PKM au premier coude de la tranchée entend le moteur, se lève pour engager et regarde un petit objet à roue tourner le coin exactement à la hauteur du bord de la tranchée avec ce qui ressemble à une pile de mines anti-chars arrimée sur le dessus. Le tireur PKM lâche une rafale. Les balles rebondissent sur la coque blindée de Spike 3 et étincellent contre la paroi de la tranchée. Le tireur regarde son chargeur. Le chargeur court déjà. Le tireur lâche la mitrailleuse et suit. Ils franchissent 20 mètres de tranchée en sprint et se pelotonnent derrière la prochaine traverse. Spike 3 détonne à 4 mètres de la position abandonnée. Il reste 2 Spike. Hornet 1 roule jusqu'à la section de tranchée effondrée et utilise le cratère comme sa propre position de tir. 700 mètres de tranchée russe visible sur toute la longueur de la coupure. La Browning ouvre le feu. 3 positions de tir russes dans les 100 premiers mètres cessent de riposter dans les 12 secondes suivantes. L'une parce qu'un parapet de sacs de sable s'effondre sous le feu soutenu et que l'équipe recule. L'autre parce que la position a perdu sa protection supérieure et que l'équipe se terrait et cesse de tirer.
La troisième parce que le tireur décide qu'il y a une meilleure option que ce qui vient ensuite. Il n'a pas tort. À 6h24, le point de ralliement est touché en plein. La batterie de 2S3, travaillant méthodiquement, fait progresser ses tirs sur un arc de 200 mètres derrière la formation depuis que l'ordre de poursuite a été donné. À 6h24, l'encadrement porte ses fruits. Un obus de 152 mm tombe à 12 mètres du point de ralliement. 4 soldats de l'élément de sécurité du bunker sont à ce point de ralliement, en train de gérer le dispositif de réapprovisionnement, en train de changer une bande sur Hornet 4 qui était revenue 5 minutes plus tôt. Le souffle de l'explosion projette les 4 dans le fossé de drainage derrière le talus. Des fragments déchirent le dispositif de réapprovisionnement. Tout ce qui servait à alimenter 4 robots pendant l'heure suivante est hors d'usage. L'obus suivant touche Mulet 1. Mulet 1 était à mi-chemin de son deuxième trajet du bunker au point de ralliement avec une pleine charge de bande et un pack de batterie rechargé. Touché de plein fouet. L'obus logistique qui soutenait l'avance cesse de la soutenir. Hornet 1 est à 17% de batterie. Hornet 2 est à 9%. Hornet 3 a eu sa bande changée avant que l'obus ne tombe. Hornet 4, non. 4 robots, une seule bande complète entre eux. Kovalenko fixe un tableau de bord où chaque barre verte vient de passer au jaune ou au rouge. Et le renfort que Hibou 1 vient de repérer sur la voie d'accès est à 12 minutes. La poursuite n'a pas échoué. La poursuite a fonctionné plus vite que la queue logistique ne pouvait suivre. Le même problème que chaque armée a eu depuis l'invention de la roue. Votre bras d'épée va plus vite que votre ravitaillement. Il se trouve que les robots ont la même faiblesse que la grande armée, le camion de ravitaillement. C'est le moment du combat où la plupart des commandants consolideraient et se retireraient. Kovalenko ordonne au dernier Spike d'avancer. Spike 4 roule dans la section restante de tranchée à 6 km à l'heure. L'abri de commandement arrière de la compagnie russe est à 180 mètres à l'est le long de la tranchée. Béton armé conçu pour résister aux fragments d'artillerie et aux armes légères, pas conçu pour 21 kg de trinitrotoluène détonnant contre la meurtrière. C'était le perchoir de l'équipe d'observateurs avancés et le relais radio vers le renfort en approche pendant la dernière heure. L'équipe d'observateurs est encore à l'intérieur en train de travailler les fréquences. Spike 4 suit la tranchée de communication et se gare devant la meurtrière. L'opérateur radio le voit à travers son ouverture et comprend exactement ce que c'est. Il transmet une dernière fois. « Position compromise, repliez-vous !» Lâche le combiné et crie à l'équipe d'observateurs. Il bouge déjà. Les 3 franchissent la tranchée de sortie arrière à pleine course et ne s'arrêtent pas. À 6h33, le renfort. 2 blindés de transport de troupes BTR-82A avec infanterie montée. Une vingtaine d'hommes au total roulent sur la voie d'accès à 40 km à l'heure. Une paire de guêpes couvrant la voie perfore le moteur du premier blindé et s'enfonce dans le périscope du conducteur du second. Les 2 véhicules coulent jusqu'à l'arrêt en fumant par les trappes. Équipage et fantassins sautent dans le fossé de bord de route et rampent dans la haie. Ils couvrent les 400 derniers mètres à pied. Ils arrivent à la tranchée avancée russe à 6h37 et découvrent qu'elle est tenue par des machines. Hornet 2, à 6% de batterie, est installé à l'ancienne position de tir du commandant de compagnie russe, utilisant comme couverture le blindage du dessus des Russes eux-mêmes, la Browning couvrant la voie d'approche du renfort. Le commandant du renfort ordonne une poussée en avant. 8 hommes passent par-dessus le bord de la berge d'approche. Hornet 2 et Hornet 4 ouvrent le feu depuis des positions au croisement. Des rafales de calibre 12,7 balayent la berge à hauteur de hanche. Les 8 touchent le sol avant même d'avoir franchi le bord. Personne ne bouge. Le commandant du renfort refait le calcul que le premier commandant russe a fait 1 heure plus tôt. Il lui faut 90 secondes parce qu'il a écouté la radio de ce commandant pendant tout le trajet et qu'il sait déjà ce qui arrive aux compagnies qui poussent cette tranchée. Son blindage fume sur la voie d'accès. Son appui artillerie vient de lever le feu parce que l'infanterie ukrainienne de la ligne en profondeur est maintenant à l'intérieur du rayon de sécurité des obusiers et continue d'approcher. Sa radio vers l'abri de commandement avancé est coupée depuis 4 minutes. Il appelle son bataillon et demande du renfort. Le prochain renfort est à 40 minutes. Il n'a pas 40 minutes. Il a le temps qu'il faut à Hornet 2 pour pivoter sur sa position et Hornet 2 tire encore. Il regarde ses hommes. Une vingtaine de soldats cloués dans un fossé à 300 mètres d'une tranchée, tenus par des choses qui ne se fatiguent pas, n'ont pas peur et se moquent du nombre d'amis que vous avez amenés. Il donne le seul ordre qui reste. Son opérateur radio arrache un côté d'une caisse de munitions et écrit dessus au crayon gras, puis le tient en l'air, là où Hibou 1, en orbite à 120 mètres, peut l'air à travers son objectif thermique. Nous nous rendons. On peut débattre longtemps de la valeur d'un robot sur un champ de bataille, de ce qu'on gagne et de ce qu'on perd quand personne ne prend plus de risques en première ligne. Mais ce matin-là, dans la boue du Donbass, la réponse était écrite sur un morceau de bois.